Alors tout d'abord, la voiture génère un business de première importance, puisque le secteur représente à lui seul 9% du commerce mondial. L'automobile, c'est donc aussi beaucoup d'emplois, 50 millions de personnes environ d'emplois directs et aussi indirects dans le monde, de la fabrication du moteur à la construction des routes. Dans les pays de l'Union européenne, par exemple, cela représente 13,8 millions de salariés, soit 6% de la population active. C'est dire si cette activité est stratégique pour les gouvernements qui cherchent à attirer ou à défendre dans leur pays les usines automobiles que vous voyez ici sur la carte. L'histoire industrielle de la voiture commence il y a un peu plus d'un siècle, en 1908, dans la ville de Détroit, au bord des Grands Lacs américains. L'industriel Henry Ford invente la chaîne de montage et avec des gestes mécaniques et répétés, les ouvriers américains construisent la première automobile pour tous, la Ford T. Dans cette première moitié du XXe siècle, la voiture se démocratise et devient l'incarnation du rêve américain, réussite sociale et liberté individuelle triomphante. L'Amérique produit du pétrole et des voitures à essence, ceux qu'on appelle les Big Three, Ford, General Motors et Chrysler, dominent le marché mondial. En Europe, l'industrie automobile se développe un peu plus tard. En 1938, à la demande d'Hitler, naît en Allemagne la voiture du peuple, la Volkswagen. Après la guerre, cet emblème de la voiture allemande, désormais surnommée Coccinelle, devient même, dans les années 70, la voiture la plus vendue au monde. Pendant les Trente Glorieuses, l'industrie automobile prospère en Europe. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni ont chacun leurs champions et leurs gigantesques usines citées, comme celle de Renault à Boulogne-Billancourt, en banlieue de Paris. Le Japon, avec Toyota, est lui aussi dans la course. Dans les années 60, son patron impose un nouveau modèle de production, le toyotisme, basé sur la production à flux tendu. Les pièces détachées sont livrées chaque jour à l'usine d'assemblage, ce qui permet d'éviter la surproduction et les coûts de stockage. Aujourd'hui, cette production, qu'on appelle le juste à temps, est devenue la norme. Alors voyons maintenant à quoi ressemble le marché mondial en 2019, mais cette fois-ci du point de vue des clients. Cette carte nous montre ce qu'on appelle le taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre de voitures par habitant dans chaque pays du globe. Plus la couleur est foncée, plus ce chiffre est élevé. On le voit, les inégalités d'accès à l'automobile sont aujourd'hui très fortes. Aux États-Unis, il y a près de 800 voitures pour 1000 habitants. L'Union européenne et le Japon en comptent 600 pour 1000 habitants. En Chine, il n'y a que 140 automobiles pour 1000 habitants, tandis qu'en Inde, on en dénombre seulement 19 pour 1000. Oui, mais voilà, depuis les années 1990, les pays émergents sont en plein rattrapage, l'Asie en tête. Avec l'essor des classes moyennes urbaines, avides de prestige social, ces pays s'équipent désormais à grande vitesse. Les Chinois sont aujourd'hui les premiers acheteurs de voitures dans le monde. Le parc automobile chinois a été multiplié par 5 en 10 ans. Au fil des années, les marques chinoises, notamment Geely, Baojun, Changan et Great Wall, ont gagné des parts de marché sur leurs concurrents étrangers avec le soutien actif du gouvernement. Pourtant, Volkswagen, arrivé très tôt en Chine, reste aujourd'hui leur marque préférée. À Pékin, avec ses 7 périphériques et ses 20 millions d'habitants, les vélos ont cédé la place aux 4 roues, modifiant profondément le paysage urbain. Alors désormais, c'est cet appétit des citadins chinois pour la voiture qui tire l'ensemble de la production mondiale. La Chine produit près d'un tiers des véhicules construits chaque année dans le monde, devant l'Union européenne, l'Amérique du Nord, le Japon et la Corée du Sud. Alors regardons à présent le cas de l'Inde, un autre marché en plein essor, en particulier à New Delhi et dans les États les plus urbanisés de l'ouest et du sud du pays. En Inde, les constructeurs nationaux ont d'abord dominé le secteur, avec la Tata Nano par exemple, la petite voiture la moins chère au monde, 1500 euros, qui a été lancée en 2008 par le célèbre groupe indien Tata Motors et qui a fait son succès. Mais victime de son image de voiture du pauvre, la Tata Nano a aujourd'hui disparu du marché.
Elle a été remplacée par des modèles qui inspirent davantage confiance aux Indiens. La Maruti Alto, du grand groupe indien Maruti, qui s'est allié au japonais Suzuki, ou encore la Kwid, construite et vendue exclusivement en Inde par Renault. En clair, on l'aura compris, l'industrie automobile s'est profondément transformée ces dernières années. Elle a multiplié alliances et rachats pour s'adapter aux récents bouleversements de la demande mondiale et notamment à cette nouvelle clientèle asiatique. En fait, c'est vraiment une nouvelle géographie de la voiture qui se dessine aujourd'hui, qui se joue toujours plus, vous allez le voir, des frontières. Par exemple, le français Renault, pour jouer dans la cour des grands, s'est allié avec le japonais Nissan et ensemble ils ont racheté le roumain Dacia, le coréen Samsung, le russe Avtovaz, avant de s'allier enfin à un autre japonais, Mitsubishi. Les mêmes pièces sont montées sur plusieurs modèles, ce qui permet des économies d'échelle. Et puis pour faire baisser les coûts de main-d'œuvre et éviter les taxes, les grands constructeurs ont délocalisé les usines hors de leurs frontières. Au Mexique, par exemple, les ouvriers des maquiladoras, des usines exonérées de droits de douane situées juste de l'autre côté de la frontière avec les États-Unis, assemblent les modèles de Ford, Chrysler ou General Motors à destination du marché américain. Leurs salaires sont 4 fois moins élevés qu'aux États-Unis. En Europe, la production s'est en partie déplacée vers l'Est, en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque, en Slovénie, en Hongrie et en Roumanie, et vers le Sud, en Turquie et au Maroc essentiellement. En France, ce mouvement s'est accompagné de fermetures d'usines, vous les voyez ici, et de très nombreux plans de licenciement. Entre 2005 et 2017, plus de 100 000 emplois ont été détruits.